toujours pareil, c'est l'utilisateur, c'est le client final qui a le pouvoir. C'est lui qui achète. C'est pour ça que le boycott est ultra puissant. Et quand j'ai pris la décision, donc là, il y a quelques jours, de dire, on arrête tout simplement de travailler avec eux, oui, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que derrière, on a des commandes. Donc là, pour être très transparente, j'avais une commande de plus de 12 000 euros. Et là, du coup, on se dit, ok, donc on s'assoit sur 12 000 euros, ce qui est énorme pour nous. Il faut accepter aussi la décroissance. Moi, cette année, j'ai clôturé avec moins 7% de chiffre d'affaires. Et alors? Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Le 5 novembre 2025 a ouvert la toute première boutique physique de la marque d'ultra fast fashion Shein. Et vous savez où ce géant de l'ultra fast fashion a posé ses valises ? À Paris, dans le grand magasin du BHV. Face à cette collaboration, de nombreuses marques françaises ont annoncé quitter le BHV. C'est notamment le cas de Mero Mero, une marque de bagagerie bien connue des cyclistes. Mero Mero est une marque française basée à Annecy qui prône la durabilité et l'éco-conception. J'ai eu la chance de rencontrer Hélène, fondatrice de la marque, pour lui poser toutes mes questions. En effet, je voulais comprendre les conséquences d'un tel départ pour une petite structure comme Mero Mero. Parce que toutes ces décisions, aussi morales qu'elles soient, ont un impact financier et économique pour ces marques françaises engagées. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Hélène, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, de venir témoigner au micro de Basilic. Aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir au micro parce que tu as pris la parole il y a quelques jours sur LinkedIn pour dénoncer, comme d'autres marques, la collaboration, le partenariat qui a été établi entre Frédéric Merlin, patron du grand magasin de BHV, et Shein. Je voulais, avant toute chose, avoir ton ressenti et peut-être que tu nous partages le message que cela envoie, ce partenariat, selon toi. Voilà, quand toi tu l'as découvert, comment tu t'es senti et qu'est-ce que ça envoie quand un magasin comme le BHV décide de collaborer avec Shein pour ouvrir la première enseigne physique de cette marque d'ultra fast fashion. Ouais, c'est ce qu'on disait en préparant le podcast. En fait, je suis assez coupée de la réalité, en tout cas des informations. Même ça peut paraître surprenant pour une chef d'entreprise, mais j'ai décidé il y a quelques années de me préserver par rapport à tout ça. Même si je suis coupée de pas mal de choses, j'ai effectivement eu cette information comme quoi Shein était en train de faire un partenariat avec le BHV, et forcément, moi, le BHV, c'est mon client. Je vends des produits au BHV et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, attends, je peux pas cautionner ça. J'ai demandé à mes agents commerciaux qui travaillent eux directement avec le BHV. Et c'est vrai que moi, c'était tout simplement, on arrête de travailler avec eux. Enfin, je veux dire, par rapport à ça. Et en fait, c'est pas si simple parce que derrière, on a des commandes. Donc là, pour être très transparente, j'avais une commande de plus de 12 000 euros à livrer pour le printemps prochain. Et là, du coup, on se dit, ok, donc on s'assoit sur 12 000 euros, ce qui est énorme pour nous. J'ai demandé quand même l'aval à mes agents en disant, est-ce que vous êtes OK pour que on arrête de travailler avec eux, parce que mes agents commerciaux qui se prennent une commission sur les ventes, et eux sont toujours, donc c'est des indépendants, mais ils respectent toujours ma position et mes valeurs, et c'est ça que j'adore chez eux, c'est que oui, ils sont là pour gagner de l'argent, c'est leur métier, mais ils suivent toujours mes positions et mes valeurs. Et là, ils m'ont tout de suite dit, mais évidemment. Et ça m'a fait prendre conscience que oui, en fait, c'est ma décision et c'est la chance qu'on a en tant que marque indépendante, et il y en a plein. C'est pour ça qu'il faut les soutenir. On se rend pas compte des risques qu'on prend parce qu'on n'a pas d'investisseurs. On investit tout personnellement et avec les banques, évidemment. Il y a tout un système bancaire qui nous suit derrière. Mais en fait, on a la chance de faire ce qu'on veut et de suivre nos valeurs. Voilà, donc on a pris cette décision et d'arrêter en tout cas le partenariat avec BHV et de ne plus en tout cas travailler avec eux à l'avenir.
Et finalement, c'était, une évidence, c'est ce qui ressort de ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où tu as eu cette information, tout de suite, tu as eu cette, impulsion de rejet et de te dire: «Non, Mero Mero ne peut pas être, associé à cette, structure». Pour que les auditeurs et auditrices, comprennent bien, j'aimerais, peut-être que tu nous partages un peu le fonctionnement de Mero Mero aujourd'hui. Donc c'est une marque, de bagagerie, engagée, durable, qui a développé quand même une forte présence en retail. Est-ce que tu peux, voilà, nous emmener un peu dans les coulisses de la marque pour que, les auditeurs, comprennent comment est-ce que ça fonctionne en tant que marque indépendante? Oui. Alors effectivement, il faut reprendre la base si vous connaissez pas Mero Mero. Au départ, je voulais faire une marque, je voulais pas rajouter une énième marque, dans un environnement où il y a déjà des marques et j'étais partie du principe que ça sert à rien de refaire ce qui existe déjà, par rapport à la surconsommation justement. Mais c'est vrai que comme beaucoup de marques qui se lancent, on se rend souvent compte il y a un besoin qui n'est pas comblé, c'est souvent le point de départ et je voulais faire, en tout cas, je voulais proposer une marque de bagagerie et de sacs qui s'adapte à la vie, des parents actifs et sans faire des produits qui soient justement ultra complexes, multifonctions, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de faire de l'ultra simple, mais qui justement s'adapte à nos vies. Donc à partir de là, j'essaye toujours de me dire: «OK, quand je dessine un sac, il faut qu'il réponde à mes 3 valeurs». On parlait de valeurs, jusqu'à présent, mais c'est très important de dire on a des valeurs dans nos vies, qui semblent évidentes par rapport à notre culture, notre éducation, à tout ça. Mais quand on crée une entreprise, généralement, on crée une entreprise à mission. Donc on a une mission en tant qu'entreprise, comme on a une mission en tant qu'être humain. C'est un peu notre raison d'être. C'est pourquoi on se lève le matin et pourquoi on fait ça, en fait. Et nous, on avait du coup cette mission, enfin en tout cas Mero Mero, j'avais pour mission de vraiment de créer des produits, qui pouvaient inspirer les parents, à l'époque parce que j'étais jeune parent aussi, qui inspiraient les parents pour continuer à vivre leur vie active qu'ils avaient avant. Parce que souvent il y a un peu un avant et un après et je veux justement inspirer ces parents en disant: «Mais en fait non, prenez vos gamins sous le bras là et puis sortez, continuez à faire des trucs enfin c'est il faut continuer à faire des trucs, cool quoi, parce que vous en tant que parents, bah, vous allez vous sentir encore plus vivant et en tant que parents, on a un rôle, on a une responsabilité, on éduque la génération future. C'est nos enfants qui seront les chefs d'entreprise de demain, qui seront les hommes politiques de demain, qui vont changer le monde. Donc c'est à nous parents, à notre petit niveau, chacun, là, tous ces milliers de parents, des millions de parents, à éduquer la future génération. Et nous, on vient de la montagne, on sait que ça passe par là, on partage nos valeurs comme ça. Donc à partir de là, l'idée c'est de dire voilà, je suis trois valeurs quand je design un produit. C'est le côté smart. En fait, il faut que ce soit ingénieux. Il faut que ça change quelque chose, il faut que ça apporte quelque chose de nouveau, sinon ça existe déjà, ça sert à rien. Donc le côté ingénieux, le côté design parce que je veux que ce soit clean, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit beau, je veux pas qu'il y ait des sangles de partout, enfin il y a ce côté vraiment Assez épuré, épuré, chez Mero voilà. Mero. D'ailleurs Mero veut dire simple dans ce sens-là, épuré. Et ensuite le côté éco-responsable, le côté durable dans tous les sens du terme et pour moi ça c'est une évidence. Mais il faut que ces 3 valeurs soient toujours checker en fait au moment où je fais un sac. Et ces valeurs du coup, elles sont là dans le sac, elles sont là dans le design, elles sont là dans la provenance des matériaux, elle est logique en fait dans toutes les étapes du cycle de vie du produit. Et donc forcément, on en revient à ta question par rapport à la distribution. La distribution fait partie intégrante de la vie du produit. Comment on le vend? Donc moi, j'ai pris la décision de travailler pas que en direct, parce que je pourrais ne vendre mes produits qu'en direct et donc me permettre une marge plus petite et donc baisser mes coûts, enfin baisser mes prix de vente, ce que font la plupart des marques françaises parce qu'elles n'arrivent pas à faire des marges, avoir des marges convenables. Moi, j'y arrive grâce au Vietnam, donc on travaille maintenant avec le Vietnam. Enfin maintenant, ça va faire 6 ans. Mais j'ai fait fabriquer en France, ça c'est un autre sujet, hein, ça pourrait faire Un autre un autre épisode. épisode, mais j'ai essayé le Made in France, j'ai essayé le Made in Europe et j'ai failli tout arrêter parce que c'était pas possible. Et je me suis dit à quel moment justement je peux continuer à proposer un produit durable, un produit qui change vraiment la vie des parents, tout en étant fabriqué de façon responsable
au Vietnam. Effectivement, les sacs Mero Mero sont, mais ça pour moi c'est une évidence, mais ils sont fabriqués à partir de matériaux le plus éco-responsable, même si éco-responsable ne veut rien dire, mais avec des matériaux recyclés, avec le moindre impact, en tout cas sur l'environnement, le moindre impact. Ça veut pas dire que c'est un impact positif, hein, c'est très différent. Mais en tout cas, le moindre impact sur l'environnement, sur les hommes aussi. C'est pas parce qu'on est au Vietnam qu'on fait travailler des enfants. Ça aussi, il y a pas mal de choses qu'il faut changer par rapport à tout l'inconscient qu'on a par rapport au Made in Vietnam ou Asie en tout cas. Moi, j'ai rien contre l'Asie et la Chine en particulier. C'est justement la fast fashion, c'est un autre problème. Bien On peut sûr. très bien faire des choses propres, responsables au Vietnam et en Chine d'ailleurs. La distribution est importante. C'est-à-dire que pour moi, j'ai à peu près 30% de mon chiffre d'affaires qui est réalisé sur mon site web en direct et j'ai du coup 70%, plus ou moins, ça dépend des années, dans mon chiffre d'affaires qui est réalisé via des revendeurs. Donc, comme les Galeries Lafayette, comme le Vieux Campeur. Donc, il y a des grosses enseignes, mais il y a aussi plein de petites enseignes à qui je tire mon chapeau parce que c'est très compliqué d'être aujourd'hui revendeur justement dans cette logique de vente sur Internet. Et donc, c'est un système global. C'est aux marques de faire confiance à ces petites enseignes, à écouter leurs besoins, leurs difficultés, à pas leur obliger de commander 3000 balles de commandes parce qu'après ils ont le couteau sous la gorge. Et donc c'est vraiment un travail qu'on essaye de faire en collaboration avec ces enseignes et s'adapter à leurs besoins. Mais voilà, on essaie vraiment de travailler avec des gens qui partagent aussi les mêmes valeurs. Il faut en tout cas qu'il y ait une véritable adéquation entre vos revendeurs et vous. Mero Mero, tu n'as pas envie forcément que ta marque soit distribuée dans un magasin qui ne te correspondrait plus et on l'entend tout à fait. Pour autant, j'imagine que c'est pas évident. Tu le disais, tu as environ 70% de ton chiffre d'affaires qui est fait par ces distributeurs. C'était aussi une volonté de retisser du lien à l'échelle locale? Est-ce que toi, il y avait cette volonté-là aussi ou ça a plutôt été une question d'opportunité? Alors, c'est vrai que quand on se développe, commercialement parlant, on a une sorte de stratégie quand même. Et nous, l'idée, c'était de se dire en termes de développement commercial, déjà, on est français, donc on va être déjà sur notre pays, d'origine. Et en fait, on a une particularité, mais aussi qui est à la fois une force et une faiblesse, c'est qu'on est présent sur différents marchés. C'est-à-dire que vu que j'ai des produits qui s'adaptent à notre vie un peu quotidienne de tous les jours, on va retrouver un même produit aussi bien distribué au Vieux Campeur, en Ouais. mode outdoor, qu'au Galeries Lafayette, en mode un peu plus lifestyle urbain, que dans une boutique de vélo, comme je suis à vélo à Paris, où là, ils vont me vendre un produit vraiment typique vélo, parce que il y a pas mal de mes produits qui s'accrochent sur des vélos, mais c'est le même produit peut être vendu dans les trois. Et on a cette quatrième dimension qui est les parents et les enfants, mais donc les parents qui achètent ça. Donc la plupart de ça, c'est une particularité aussi de Mero Mero, c'est que tous nos sacs sont utilisables comme sacs à langer. Enfin, l'idée, c'est de dire, on a ces 4 marchés sont 4 portes d'entrée. Ouais. Parce que c'est pas les mêmes besoins. Quelqu'un qui cherche un sac à langer ne va pas aller au Vieux Campeur. On a ces 4 marchés, ces 4 portes d'entrée, donc ça fait d'autant plus de revendeurs. Et l'idée, c'est de dire, il faut en gros qu'on ait un revendeur sur chaque marché, dans chaque grosse ville, en OK. gros. Donc ça, c'est dans l'idéal. Mais forcément, on n'a pas un revendeur sur chaque marché, sur chaque ville. Donc c'est pour Pas ça que le encore. potentiel, en fait, c'est que le potentiel, il est énorme. Et moi, c'est ce qui me motive, c'est que de me dire, je suis une toute petite marque. On a l'impression d'en voir partout, mais parce qu'on est à Annecy et il y a beaucoup d'Annéciens qui ont des À Mero Paris, Mero. j'en vois beaucoup, hein. À Paris aussi, mais parce qu'on est très bien distribué à Paris. Et puis, il faut pas se cacher, il y a 10% de la population qui vit à Paris. Les Parisiens, mine de rien, ont un très bon revenu. C'est aussi ma cible. Et ça, c'est pour ça que je voulais en venir par rapport aux revendeurs. En fait, on fait un produit pour des clients finaux qui vont acheter. C'est eux qui en ont besoin. Et en fait, les clients, eux, vont acheter auprès d'un revendeur. Donc, en fait, le revendeur, il est simplement le lien entre l'acheteur final et nous. Donc, forcément, on a besoin de ces revendeurs. On les sélectionne de façon logique, en fait. Au même titre qu'on pourrait très bien se dire, je vais être vendu à Decat, je vais être vendu chez Go Sport, je vais être vendu n'importe où. Mais en fait, j'ai pas envie parce que ma cible, elle est pas là.
Donc j'ai pas envie, c'est pas du tout condescendant, hein, c'est juste ma cible n'est pas dans ces magasins. Ma cible, elle est au Vieux Campeur, elle est aux Galeries, elle était au BHV. Là, c'est en train de changer justement. Donc c'est en ça où je me dis: en fait, j'ai plus du tout de lien avec le BHV, c'est plus ma cible. En fait, moi, quand je design un sac, je le fais pour un utilisateur. Et l'utilisateur, c'est lui qui va acheter le sac. Et soit il va aller directement sur mon site web, mais il y en a plein qui ne connaissent pas Mero Mero, c'est une petite marque, donc personne va dire: «Tiens, je vais acheter un sac Mero Mero». Non, il va aller se dire: «Ah tiens, je cherche un sac à dos qui potentiellement peut se mettre sur un vélo». Il va aller regarder sur internet, il va tomber sur, des revendeurs. Ils vont tomber sur ces sites-là, ils vont se dire: «Ah bah cool, il y a du Mero Mero, je connaissais pas, c'est cool, mais ce revendeur vend ce sac», et ils vont même pas aller chercher à venir sur mon site. Ouais, c'est comme ça que la découverte se fait Et oui. et l'achat. Et le revendeur sert à ça. Le revendeur sert à mettre en relation une marque et son utilisateur. Bah oui, bien sûr. Merci pour ces explications, très claires. Tu le disais tout à l'heure, donc quitter le BHV, ça a des conséquences puisque, vous deviez livrer, pour, 12 000 € de commande, pour la saison prochaine, donc Juste pour une saison, ouais. février-mars 2026, c'est colossal. Est-ce que, aujourd'hui, avec, tes agents, avec ton équipe, vous êtes justement en train de réajuster, votre stratégie, d'essayer de trouver comment, pallier, ce manque qui est quand même, colossal, j'imagine, à l'échelle d'une entreprise comme la vôtre? J'ai lu un peu les commentaires, parce que donc, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai fait un post sur LinkedIn et on a fait un post sur Instagram, qui est un peu notre principal, canal de distribution, de communication, et on a pu voir les commentaires. Et en fait, c'est ça qu'il disait, c'est qu'il disait: «Mais en fait, bon, bravo, tout ça pour votre prise de position, mais au-delà», il disait: «Mais en fait, c'est une porte qui se ferme et il y en a plein d'autres qui s'ouvrent». Et ce que je veux dire par là, c'est que oui, on va forcément, c'est pas parce qu'on ferme une porte à un moment donné, tous mes autres petits revendeurs, petits ou même les galeries ou même les autres, se sentent aussi valorisés, parce que si il y en a qui font de la «merde» entre guillemets, et ben les autres, on va les valorise en disant: «Mais non, mais les autres par contre, ils bossent super bien». Et j'encourage, globalement, même à 100% de nos revendeurs sont des revendeurs sérieux, qui ont des valeurs, sur lesquelles il faut aller acheter. Donc forcément, toujours pareil, c'est l'utilisateur, c'est le client final qui a le pouvoir. C'est lui qui achète. C'est pour ça que le boycott est ultra puissant. C'est lui qui a le pouvoir d'achat, bon, qui est plus ou moins important, ces jours-ci, mais c'est lui qui achète. Je me suis vraiment dit: «Ouais, on s'assoit sur 12 000 balles là». C'était acquis, c'était une commande. Mais c'est pas grave en fait. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres clients, peut-être que les galeries vont augmenter leur chiffre d'affaires par rapport à leur prise de position aussi. Pour moi, c'est pas grave quoi. Ça sera Et puis moi je pars du principe, ça c'est un autre sujet aussi, mais la décroissance. Il faut accepter aussi la décroissance. Moi cette année, j'ai clôturé avec, -7% de chiffre d'affaires. Et alors? Ça fait quoi? Quel est le problème de ne pas croître d'année en année? Pourtant, alors que j'ai fait 100%, je doublais mon chiffre d'affaires pendant des années. Et là, je ne double plus. C'est pas grave en fait, tant que je reste rentable, tant que j'arrive à payer que mes fournisseurs me payent, que j'arrive à payer mes collaborateurs, que j'arrive à payer mes fournisseurs aussi. Bon voilà, si l'équilibre est là, mais que je suis pas en croissance, c'est pas grave. Donc si je ne vends pas au BHV, au final, c'est pas si grave que ça. Mmh. Est-ce que tu as échangé avec, d'autres marques qui, elles aussi, ont pris le parti de quitter le BHV? Je pense à à plusieurs structures françaises, comme M Skincare, par exemple, ou Audage, dans le secteur, vestimentaire, comme le tien, et puis il y en a plein d'autres marques qui sont parties, le slip français aussi, il me semble, et plein d'autres. Est-ce que vous avez échangé? Est-ce que vous vous êtes, rassemblés? Alors, j'ai vu qu'il y avait des initiatives qui avaient été mises en place pour, justement faire une sorte de collectif de marques, qui sortaient du BHV, et il y en a même plein dans les commentaires qui disaient: «Mais vous devriez monter un Une pop-up, boutique, mais une c'est clair. boutique et tout». Ce sera un Et je crois super pied de nez mais à je crois qu'il y Frédéric en a Merlin. une qui va se monter. J'ai vu que dans le Marais, juste à côté, il y avait un pop-up store pour Noël qui allait se mettre en place. Donc ça, c'est cool. Après, moi, la chance que j'ai, et que d'autres n'ont pas eu, c'est que je n'ai jamais travaillé directement avec le BHV. Donc je n'ai pas d'impayés. Alors qu'il y a plein de marques qui n'ont jamais été payées. Et ça, c'est un scandale. Ce qui est le cas de Audage Oui. notamment, mais plein Et là, d'autres quand marques on aussi, l'a hein. dit, mais c'est un chiffre peut-être qu'il faut vérifier, mais je crois qu'il y a
enfin, on va dire plusieurs millions. Ah, c'est sûr, dans l'article de Mediapart, Voilà, c'est 7 c'est millions. 7 millions, c'est D'accord. c'est ce que j'avais noté. Il y a 7 millions d'impayés, c'est-à-dire qu'il y a 7 millions en tout cas, de chiffre d'affaires qui n'ont pas été donnés à des gens qui ont donné de la marchandise. Enfin, je veux dire, les marques, elles ont produit, elles ont sorti leur argent, elles ont livré au BHV et le BHV, ils vendent en plus. Donc ils se font du chiffre d'affaires sur les produits et le fournisseur, lui, il est pas payé. Ouais, c'est impensable en tant que C'est consommateur impensable. de se dire qu'on achète un produit Oui, et que finalement à crédit puisque c'est ça. l'entreprise finale n'est jamais, C'est ça. rémunérée. Et donc c'est d'autant plus fort, il faut boycotter ce genre de pratique. Et alors il y a beaucoup de marques et moi enfin, je dis pas que c'est toujours facile avec le revendeur. Moi, plus le revendeur est gros, déjà plus il met de temps à te payer. Ça, c'est l'aberration. C'est-à-dire il peut mettre jusqu'à 2-3 mois pour te payer. Alors que toi, ton sac, tu l'as payé, financé depuis des mois. Donc en fait, on fait la banque. C'est-à-dire que c'est à moi de payer des agios à ma banque pour supporter mon découvert parce que des grosses enseignes, pour pas les citer, ne me payent pas dans les temps. Mmh. Bon, c'est leur droit, donc elles le font. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et puis elle Ah, paye à la limite de la elles limite. payent mais elles payent. Mmh. Donc c'est le jeu. Donc moi je l'accepte. On peut ne pas l'accepter, hein, mais on l'accepte. OK. Donc j'ai 2-3 mois d'encours, on va dire. Mais il y a des marques qui ne payent pas. Et ça, c'est de l'illégalité, c'est du banditisme. On ne paye pas les fournisseurs. Donc à partir de là, on peut pas cautionner. Et moi, j'aurais même eu un risque là de livrer ma marchandise parce que là, j'aurais livré. Parce que pour Et la première fois, ça aurait été une commande en direct voilà, avec le BHV. voilà. Et Et donc moi, un j'ai même risque. pas envie de prendre ce risque-là. Bien sûr. Au-delà de ça. Donc T'aurais là, pu te retrouver avec des j'aurais impayés pu me retrouver avec 12 000 € d'impayés et de la et de la marchandise, marchandise sortie. qui est sortie. Mmh. Donc quasiment la moitié, on va dire. C'est Mmh. quasiment la moitié. Donc ça veut dire que eux, en gros, hein, pour le ratio, on va dire très rapide, c'est que si moi je livre 12 000, eux, ils s'en font 25. Et moi, j'ai gagné que, on va dire, 6 000. Mmh. Voilà. Donc j'ai déjà payé 6 000 € de marchandises. Ma marge aurait été quasiment le double, donc 6 000. Et eux, ils s'en seraient fait quasiment le double. C'est aussi ce ratio il faut se rendre compte de ça, quoi. Mmh. Donc un sac que vous payez 250, je l'ai vendu 100 au revendeur et il m'a coûté 50. Mmh. Voilà, en gros, hein. Faut se rendre compte de ça. C'est, aberrant et en tant que consommateur, consommatrice finale et finaux, c'est quand même très difficile Mmh. à imaginer. On n'imagine pas être chez soi et ne pas payer le loyer. On n'imagine pas, ne pas Exactement. payer sa baguette de pain quand on l'achète. Enfin, je prends des exemples volontairement un peu, futiles, mais c'est vrai et c'est ça et il faut bien se rendre compte aussi de l'enjeu que ça a pour ces marques, françaises qui sont présentes, qui en plus, font aussi, contribuent à l'image du BHV, contribuaient jusqu'à présent à l'image du BHV qui est une institution, parisienne emblématique quand même. Comment est-ce qu'on pourrait inverser la tendance? Tu as mentionné le boycott, évidemment, il est très fort et c'est un pouvoir, qu'on a, entre nos mains. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que c'est aux législateurs d'agir? Est-ce que c'est aux politiques? Je sais que tu avais quelques chiffres aussi à nous partager pour qu'on comprenne bien l'aberration qu'est l'ultra fast fashion aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde entier. Ouais, je pense le problème de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, c'est qu'il y a toujours on se cache sous les faux problèmes du pouvoir d'achat. Mmh. Et on se dit: «Oui, mais moi, j'ai pas les moyens d'aller acheter autre chose». OK, je l'entends. Mais moi, je me souviens de mon papa qui m'a toujours dit: «Il faut être riche pour acheter de la merde». C'est très cash, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire oui, il faut investir un minimum, je dis pas d'acheter du luxe. Il faut acheter des produits de bonne qualité qui durent longtemps. Et ça, c'est la base de tout. Et moi, c'est ce que je dis avec Mero Mero. On a beau faire des choses éco-responsables, donc utiliser, on va dire, des matériaux recyclés. Voilà, ça, c'est la base. Mais moi, j'ai un impact sur la réparabilité du produit. Nous, nos produits sont garantis 10 ans. Et peut-être qu'un jour, ils seront garantis à vie parce qu'on estime qu'on a utilisé de la matière, on a utilisé des ressources, on a utilisé du pétrole parce qu'on fait pas ça en chanvre, on fait ça en nylon. Alors oui, c'est du nylon recyclé, mais c'est quand même du nylon. Et du coup, il faut qu'il dure le plus longtemps possible. C'est le seul impact, c'est la seule façon d'avoir le moindre impact. Parce que si on rachète, alors on va prendre un exemple. Moi, mon sac, le plus gros, il fait 150 €. Ok, 150 balles un sac à dos, c'est cher. Je le conçois.
Mais votre sac à dos, vous allez déjà l'utiliser dans plein de moments de votre vie. Donc vous allez l'utiliser autant, au boulot, avec votre enfant. Enfin déjà, en termes d'usage, vous allez Le le week-end, le sur le rincer, on va vélo, dire. ouais. Voilà. Et en plus de ça, s'il a un problème, on le répare. Donc c'est-à-dire qu'on va vous dire: «Bah OK, moi ça me coûte de l'argent en tant que méro-méro. Déjà, je paye une taxe pour la réparabilité, donc déjà je paye et en plus de ça, on finance la réparation. On finance la réparation jusqu'à hauteur de 10 ans et si même c'est on estime que les velcro et les zips, même si c'est pas de notre faute, on prend quasiment la moitié de la réparation. Mais on peut se rendre compte aussi, un sac, qui vaut même 150 €, si on doit réparer les 2 zips, c'est 150 € de réparation. C'est 70 balles, hein, la réparation d'un zip. Donc ça aussi, il faut s'en rendre compte. Donc forcément, les gens, ils vont en racheter un autre. C'est évident. Et ben nous, on leur dit: «Non, non, 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 attendez, là, on peut le réparer». Alors ça va nous coûter, 3-4 fois le prix du sac, hein, Mmh. mais on préfère le réparer. Et ça, du coup, c'est essentiel pour, la durabilité du produit, c'est super important. Alors que si, vous vous dites: «Bah non, je vais en racheter un», donc même si le sac coûte 60 balles, bon encore, il faut trouver déjà un sac à Mmh. 60 balles, hein, mais bah, vous allez en racheter un, 2, 3. En 10 ans, vous allez acheter peut-être 4-5 sacs. Alors que Mero Mero et d'autres marques qui jouent le jeu, Patagonia, enfin il y a plein d'autres marques qui jouent le jeu et ben là, vous avez dépensé une seule fois 150 € en fait. Mmh. Et ça, c'est pareil pour les vêtements. Je veux dire les vêtements, Bien oui, sûr. ça s'use plus vite qu'un sac à dos, un jean, tout ça, ça s'use plus vite, c'est évident. Mais c'est le même concept, c'est le même principe et on sait et l'ultra fast fashion, c'est en termes d'usage, on sait que c'est pas de la bonne qualité, quoi. Il y a la qualité, et la réparabilité et effectivement le fait que les produits s'usent plus vite et puis il y a l'aspect sanitaire aussi, c'est Évidemment, dangereux pour notre santé, pour le coup, ça les études sur Chine, le prouvent, quoi. on n'en parle même pas. C'est sûr que même pour nous, le fait de faire venir des produits, d'Asie en Europe, on respecte des régulations. Donc on doit respecter, on va dire des normes, par rapport à la chimie des produits. Donc, ça s'appelle la régulation REACH. C'est la base, c'est le standard pour pouvoir rentrer un produit en Europe et si ça, c'est pas respecté, les conteneurs peuvent être, arrêtés, à la douane, quoi. Et moi, ça me fait halluciner de voir que des marques comme ça, comme Chine, ça passe à travers tout. Mais oui, c'est ça, c'est qu'ils sont au-dessus des lois. Cette enseigne, en tout cas, est au-dessus des lois parce que on le sait, une grande majorité de leurs produits ne respectent pas cette réglementation C'est REACH. ça et c'est un peu ce qu'on disait, c'est un peu ce mépris. En fait, moi, c'est ça qui m'a un peu dégoûtée dans cette histoire, c'est ce mépris Mmh. de dire, «On sait qu'on fait de la merde, on sait qu'on respecte pas les lois, mais plus c'est gros, plus ça passe». Donc, à partir de là, vu qu'on va dire ça atteint des sphères sur lesquelles on n'a pas accès. On ne peut pas lutter contre ça, sauf de dire effectivement on n'est pas d'accord et donc on peut boycotter. Et boycotter, ça se fait quand on a des valeurs, forcément. Mais il faut aussi se rendre compte de l'impact. Et c'est là, on a vu avant, j'ai récupéré les chiffres d'une étude que j'avais lue il y a quelques temps, mais qui m'avait fait tomber de ma chaise. On se rend pas compte. En fait, il y a une étude de la Cargo Fact Consulting qui annonce qu'il y a 600 avions cargo, 600, je répète le chiffre, avions cargo qui arrivent chaque nuit entre la Chine et l'Europe, juste avec des produits Chine et Temu. Donc ça représente 5000 tonnes de produits Chine, 4000 tonnes de produits Temu. Donc il y a 600 avions chaque nuit qui ramènent de la merde dont on n'a pas besoin. 9 000 tonnes. 9000 tonnes. Ça représente, pour vous rendre compte aussi, ça représente 4,6 milliards de colis juste pour l'Europe. Et le problème de ces colis, c'est que il y a des taxes, donc c'est des accords entre les pays. Il n'y a pas de droit de douane, c'est-à-dire que quand ça arrive par cargo, c'est déjà quand ça arrive par container, il y aurait des taxes parce que ça arrive en grosse quantité et c'est un cargo qu'il faut dédouaner. Mais là, vu que c'est des colis qui représentent moins de 150 €, et ben les colis arrivent individuellement, comme si vous envoyiez un colis à votre grand-mère, ça part de Chine, ça arrive en Europe, donc c'est regroupé dans des cargos, mais du coup, ils sont pas taxés. Mmh.
Et tant qu'on taxera pas ça, ben ça va continuer en fait. Donc en fait, on encourage ce genre de pratique en disant mais c'est génial, j'ai un super haut trop tendance qui arrive de Chine qui coûte 2 balles. Ouais, génial, ouais. Mais l'impact qu'il y a derrière, quoi. Et juste pour vous donner une idée, 2020 c'est le Covid, donc c'était hier, quoi. Enfin, il y a 4 fois plus d'export de colis de cet acabit qui arrive de Chine en Europe. 4 fois plus. Alors qu'on est censé dire, quand même les chiffres du Covid où le monde était à l'arrêt, on disait déjà si on arrive à ce niveau-là, c'est déjà pas suffisant pour respecter les accords de Paris. Donc là, on est en train de faire 4 fois plus. Genre, on part dans la stratosphère, quoi. Tout est dit avec ces chiffres qui sont démentiels et qui ne cessent malheureusement de croître. Personnellement, je pense qu'il est temps que le législateur se mobilise aussi sur ces sujets, les politiques aussi, et qu'il y ait des décisions qui soient radicales, qui soient prises, parce que on le voit bien, c'est aussi un engrenage et que là, on a laissé la porte entrouverte et finalement, elle est désormais grande ouverte avec cette installation au BHV qui est quand même, je le rappelle, hein, la première enseigne physique pour Shein dans le monde. Donc la France, pays de la mode, Ouais, ça c'est du hallucinant. savoir-faire et de l'élégance, accueille cette structure. Et là encore, enfin, l'idée c'est pas du tout de pointer du doigt uniquement les consommateurs et consommatrices qui consomment dans ce genre d'enseigne, mais aussi de prendre conscience à quel point c'est un enjeu systémique et global. Et on leur donne la possibilité de le faire. Et on Si leur c'était donne, bien interdit, sûr. C'est ça. les gens achèteraient autre chose. Exactement, et d'où l'importance d'avoir des régulations, et elles existent. C'est juste que ces structures outrepassent tout ça, puisque la réglementation européenne est bien en place depuis des années pour Reach et plein d'autres. On va terminer cet épisode, Hélène, avec un peu plus de légèreté. Les fêtes de fin d'année approchent. Chez Basilic, on adore Noël. Depuis des années, j'ai créé un calendrier de l'Avent sonore, et cette année, ce sera la 4e édition, puisque j'avais sauté celle de l'année dernière. Donc c'est le grand retour du calendrier de l'Avent. Forcément, j'ai envie de t'interroger un peu sur tes idées cadeaux. Est-ce que tu peux nous sélectionner 3 produits Méro qu'on pourrait offrir pour les fêtes? Peut-être qu'on peut partir sur 3 budgets différents ou 3 usages différents pour correspondre à tout le monde et à tous les auditeurs et auditrices. Oui, alors après je pars toujours du principe qu'il faut vraiment offrir quelque chose dont les gens, voilà, ça c'est le principe. Mais bon, souvent on offre des cadeaux qui sont pas utiles, ça aussi c'est le truc. Donc acheter des cadeaux qui sont utiles, ça c'est clair, c'est la première chose. Et après, en fonction de son budget, ben nous on a des petits accessoires qui commencent à partir d'une vingtaine d'euros. Par exemple, le petit porte-monnaie Méro, c'est notre voilà, il coûte je crois 22 euros. Il y a rien d'exceptionnel, il change pas la vie, mais il a ce petit look rétro des petits porte-monnaies à scratch qu'on avait quand on était gamin. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer ce petit produit. Après, ce qui peut être bien, un sac à dos, forcément, c'est un peu c'est un peu ce qu'on sait faire, on va dire. Donc là, il y en a pour tous les budgets, pour tous les usages, parce qu'on a un petit sac à dos à partir de 95 euros, qui est le Wanaka, qui est un sac à dos roll top classique qu'on peut utiliser dans plein d'usages différents. Et on a le même qu'on peut mettre sur le vélo avec un système de velcro. Donc il a vraiment le même look de l'extérieur quand on l'a sur le dos. Mais il y en a un qui est lui à 120 euros, qui s'appelle le Annecy, qu'on peut mettre sur un vélo. Et après un autre budget, ça peut être le sac de voyage. On fait un sac de voyage qui s'appelle le Smogun ou mini Smogun, donc 2 tailles différentes. Et alors c'est des sacs qui se vendent 200 euros pour le mini et 250 pour le gros sac. Pareil, ça peut paraître énorme, mais en fait c'est un sac qui est ultra complet, c'est une sorte de gros sac de voyage qu'on met sur les épaules. Donc c'est un vrai sac à dos et qu'on peut embarquer dans toutes nos aventures. Et ça, ouais, il est génial. C'est un de mes sacs préférés, mais qui est moins vendu parce que budget un peu plus important. Et puis encore une fois, après faut communiquer, faut en parler, faut aussi c'est un usage plus spécifique aussi que le sac à dos de tous les jours. Mais du coup, on peut l'utiliser le petit Smogun, le mini Smogun, on peut l'utiliser en sac à dos aussi. Il est super pratique, quoi. Voilà.
Génial. Mais voilà, trois budgets différents. Je les mettrai dans la barre de description, évidemment, ainsi que l'étude que tu as mentionnée et tout ce qu'on a évoqué à propos de cette alliance entre le BHV et l'enseigne chinoise Shein. Merci infiniment, Hélène, pour ce témoignage en toute transparence, en toute authenticité. Et puis, à bientôt au Oui, micro. merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.